Eh bien, bonjour à tous. Je vais commencer parce que je crois que Camille est en train de commencer à allumer vos caméras, mais je pense qu'il est temps, il est déjà 15h02. Donc, ce que je vous propose, c'est que l'on commence. Donc, encore une fois, bienvenue à toutes et à tous pour ce 4e webinaire L'heure du prof, organisé par l'Institut français du Portugal. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir participer aux 3 derniers webinaires, ou en tout cas à un des 3 derniers webinaires, je suis Clarisse Boudard, l'attachée de coopération éducative et linguistique auprès de l'Institut français du Portugal et de l'ambassade de France, et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je suis accompagnée, comme les dernières fois, par Camille Campos, mon excellente chargée de mission, à qui je remercie encore une fois pour le suivi, l'organisation et la mise en place de ces webinaires L'heure du prof. Alors, vous le savez, vous avez été très nombreux à participer et vous continuez à être très nombreux à vouloir participer à ces webinaires qui maintenant deviennent une tradition. Nous en sommes à notre 4e et j'en suis vraiment très heureuse. Et donc, pour ceux qui ont pu participer ces dernières semaines au webinaire, je tenais à nouveau à vous remercier pour votre intérêt, votre enthousiasme, vos messages d'encouragement et puis vos soutiens qui, en tout cas, nous enthousiasment et nous motivent à continuer sur cette lancée. Alors, aujourd'hui, vous le savez, nous vous proposons d'échanger et de réfléchir ensemble à une question, je dirais, essentielle, qui est celle de l'évaluation, et plus particulièrement l'évaluation à distance en accord avec les apprentissages essentiels du français langue étrangère. Et pour cela, nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir compter sur le retour d'expérience de nos 2 excellentes collègues que vous connaissez, je crois. Il s'agit de Lydia Marques, donc professeure de français et coordinatrice de la section européenne de langue française à l'agrupamento de escola Dr. Manuel Laranjeira de Espinho. Et également, je ne sais pas si elle veut faire un petit coucou. Et alors, Lydia, mais tout le monde te connaît en fait, hein. En fait, je crois qu'elle n'a même pas la main. Voilà, donc Lydia Marquez, et puis qui sera cette fois-ci accompagnée également de sa collègue Sandra Costa. Voilà, Lydia. Bonjour, voilà. C'est Désolée, Camille Lydia. qui me laissait pas entrer. C'est ça, en fait. Je suis désolée, en fait. C'était Ouais. effectivement. Donc, Lydia Marquez, que vous connaissez, voilà, et qui sera aujourd'hui accompagnée par une autre collègue que vous connaissez aussi, sans doute. Il s'agit de Sandra Costa, donc professeure de français à Agrupamento de Escola de Castelo de Paiva, et qui est également responsable, je vais le dire en portugais, du Centre de Apoio Escolar Espiral do Conhecimento. C'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Bonjour tout le monde. Voilà. Alors, avant qu'on commence, les derniers éléments techniques pour que l'on puisse fluidifier notre réunion. Donc, je laisse la parole à Camille qui sait ça très bien. Voilà, vas-y Camille, je te laisse expliquer rapidement. Alors, bonjour à tous et à toutes. Comme d'habitude, donc, je suis ravie de vous retrouver pour ce 4e webinaire. Je serai en coulisses dans le chat si vous avez la moindre question. Que ce soit technique ou des questions pour nos intervenants, je serai là pour vous aider à y répondre. Donc, petit point technique, vous pouvez nous contacter alors, en utilisant le chat ou le bate-pape en portugais. J'en profite pour rajouter que je vous invite à désactiver vos caméras et vos micros. J'ai essayé de le faire manuellement, mais je pense qu'il reste des personnes qui réactivent leur caméra. Ce webinaire est enregistré et sera disponible très rapidement sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous enverrai le lien à la fin du webinaire. Je pense que j'ai tout dit. Donc oui, à la fin du webinaire, nos intervenants répondront à vos questions. Voilà, je vous souhaite une excellente session. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Merci Camille. Et donc, je vais tout de suite passer la parole à Lydia Marques. Bonne intervention. D'accord. Bon. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie et je remercie une fois de plus l'Institut français du Portugal et surtout Clarisse et Camille pour l'organisation des webinaires L'heure du prof qui sont devenus le rendez-vous hebdomadaire des profs de FLE au Portugal. Merci aussi de m'avoir invitée une seconde fois. Vous êtes courageuse. Et pour vous présenter mes réflexions et mes expériences menées surtout au long des 3 derniers mois. Qui sont aussi, disons, des conséquences de mes angoisses et de mes incertitudes face à cette nouvelle situation. Merci aussi enfin à Sandra, avec qui j'ai l'occasion de travailler et qui partage cet enthousiasme de l'enseignement du FLE qui caractérise, j'en suis certaine, tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Alors, je vais essayer de
partager mon écran pour pouvoir, si Camille veut bien, m'en donner l'autorisation. Voilà. Et donc, nous allons commencer à parler d'enseignement, d'évaluation à distance, même si nous savons que c'est là un thème très complexe. Et s'il est souvent difficile s'il est souvent difficile de motiver à distance ou d'enseigner à distance, vous imaginez, enfin vous le savez très bien, aussi bien que moi et même mieux, que évaluer à distance, c'est beaucoup plus difficile. Comment valoriser les apprentissages si le seul modèle que les élèves ont toujours connu n'existe plus? Nous ne sommes plus entre quatre murs, nous sommes à la maison. Alors, nous-mêmes sommes déboussolés, n'est-ce pas? Parce que nos pratiques sont complètement chamboulées. Et nous le savons très bien, nos élèves, certains d'entre eux, ont beaucoup de mal à suivre. Alors, comment mettre en place de nouveaux processus, de nouvelles méthodologies, de nouveaux instruments? Et en effet, les contrôles, disons, classiques n'existent plus. Même en évaluant par compétence, il n'est plus possible de conserver nos anciennes pratiques, n'est-ce pas? Vous avez certainement déjà essayé quelques modalités et vous vous êtes probablement demandé si les mêmes conditions étaient garanties pour tous les élèves. Alors, dans une salle de classe, les conditions sont en principe, bien sûr, les mêmes pour tous, hein, même s'il y a des conditions subjectives qui parfois nous dépassent, comme par exemple l'état émotionnel de nos élèves ou la qualité de leur préparation à l'évaluation. Mais à distance, d'autres facteurs d'inégalité prennent de l'ampleur et peuvent déterminer une moins bonne prestation. Comme par exemple, disons, la qualité de la connexion, les conditions physiques propices à la concentration, la compréhension de la tâche, parce que nous ne sommes pas là pour les aider, souvent. Il y a aussi parfois des facteurs extérieurs qui viennent perturber nos apprenants. Alors, cela nous mène aussi à une autre question concernant les critères d'évaluation. Et cette question, c'est doivent-ils être les mêmes? Pour ma part, moi, je pense que non. Si nous évaluons, par exemple, la qualité d'une production écrite, les critères ne pourront pas être les mêmes car les conditions de réalisation sont complètement différentes. Alors, cela nous mène donc à toute une autre question. Comment garantir la fiabilité des résultats? Nous avons tous vécu ces derniers mois des situations presque anecdotiques concernant les travaux faits par nos élèves. Je suis sûre que, comme moi, vous avez eu droit à des productions écrites 100% identiques, erreurs diverses comprises, des copies, j'ai eu droit aussi avec des copies avec des commentaires oubliés par une tierce personne. J'ai eu des réponses qui ont été partagées sur le chat, des élèves pressionnés ou distraits par la présence d'un parent ou d'un frère ou d'une sœur. Donc, on en arrive à se demander à quoi ça sert, pourquoi évaluer si les résultats obtenus sont parfois déroutants. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans l'attitude de cet enseignant. Moi, oui, j'ai eu parfois bien envie d'abandonner, d'ignorer, et après, je respire et je me dis, allez, bon, on recommence différemment. Il faut vraiment se réinventer. Alors, n'oubliez pas que l'évaluation doit avant tout avoir un objectif formatif, permettre non seulement à l'enseignant de vérifier si les apprenants comprennent et savent appliquer les contenus qu'il leur a transmis, mais surtout doit fournir à l'élève un retour sur ses apprentissages et le situer par rapport à ses attentes et aux attentes de son professeur. Alors, quoi évaluer? Eh bien, bien sûr, on peut évaluer par phase, n'est-ce pas? Par exemple, le lexique, un point grammatical, mais là, ce sera à titre ponctuel, comme une étape intermédiaire. L'évaluation doit insister sur les acquis, n'est-ce pas? Les compétences effectivement travaillées et développées. C'est pour ça qu'il est conseillé d'évaluer par le biais d'une tâche communicative spécifique qui permette l'application des contenus linguistiques et grammaticaux, mais en contexte. Les contrôles écrits dits classiques, c'est-à-dire compréhension orale, plus un texte, un questionnaire, des exercices de grammaire et une production écrite, ne répondent pas à ce besoin. Alors, quand évaluer aussi? Quand évaluer? Eh bien, certainement pas 2 fois par trimestre, mais en continu, en établissant un calendrier progressif.
Évidemment, à distance, on peut aussi se servir d'une grande variété d'outils qui peuvent nous être très utiles et qui, justement, permettent aux apprenants d'obtenir un retour sur leur apprentissage et qui vaut bien plus qu'une note. Alors, comment s'y prendre ? Eh bien, vous avez certainement reçu ce guide qui a été envoyé par le ministère de l'Éducation nationale, le guide des principes orientateurs pour une évaluation pédagogique dans l'enseignement à distance, qui donne des pistes simples, mais qui me semble assez claires parce que le guide comprend des suggestions de méthodologie qui s'embriquent bien dans les apprentissages essentiels et vise le développement des compétences du profil de l'élève, n'est-ce pas? Alors oui, dans le but d'améliorer les apprentissages, c'est développer des processus d'évaluation, c'est accompagner, ajuster, donner des retours. Ce sont donc là les principes que nous présente ce guide. C'est faire le point sur les difficultés et les apprentissages, c'est diversifier les processus, les supports, les instruments, c'est adapter les processus aux élèves et aux méthodologies, c'est présenter les étapes de la constitution de la tâche, et ça, c'est un point très important. Et c'est aussi définir les critères d'évaluation. Alors, ce guide, qui tient en 2 pages, hein, tout simplement, il contient des suggestions. Voilà, il contient des suggestions aussi très diversifiées, comme par exemple, on nous propose des activités dites ludiques, les bandes dessinées, pourquoi pas, les chats, les forums, les jeux interactifs, des portfolios, et là, on se souvient tout d'un coup des portfolios des langues qu'on a un petit peu laissés de côté, des questionnaires divers, des récits collectifs, des récits numériques, et on en reparlera, des vidéos et bien sûr les cours en visioconférence. Alors tout ça, ce sont des exemples que ce guide des tâches souligne, mais il y a aussi des exemples que Sandra et moi, nous allons vous proposer. Alors comment mettre en place justement ces instruments d'évaluation dans l'évaluation par compétences? Eh bien, nous allons aujourd'hui insister sur les compétences de l'oral et de l'écrit, mais vous verrez que les 3 autres compétences, eh bien, elles seront sous-jacentes. Alors, nous allons commencer par présenter des suggestions d'évaluation des compétences de l'oral et ensuite de l'écrit. Alors, je vais passer la parole à Sandra qui va justement nous présenter des suggestions pour évaluer les compétences de l'oral après ces quelques questions préliminaires et cette petite réflexion. Sandra, à toi. Ça y est, oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci Lydia. Je tiens à te remercier pour m'avoir invitée, pour avoir pensé à moi pour animer avec toi ce webinaire. Tu sais que c'est toujours un travail, oui, mais un plaisir également de travailler avec toi. Merci. Alors, je vais essayer de partager mon écran, voilà, et de le mettre comme ça en mode présentation. Ça y est. Voilà. Alors, évaluer l'oral. Comment évaluer l'oral en accord avec les apprentissages essentiels du FLE et essentiellement dans ce contexte d'enseignement à distance? Il y a tout d'abord quelques questions que nous devons nous poser. Quels sont les moyens dont on dispose pour évaluer l'oral et quelles activités pouvons-nous proposer à nos élèves pour les mettre en situation de communication et pouvoir ainsi évaluer les 3 domaines, les 3 dimensions de l'oral, c'est-à-dire la compréhension orale, la production orale et l'interaction orale. Alors, le premier moyen, et celui que je considère le plus efficace, est la visioconférence. C'est pendant nos cours en ligne qu'il est le plus facile d'évaluer ces compétences. Et pourquoi? Parce qu'on peut communiquer en temps réel avec nos élèves, parler français avec eux, mais on peut également les mettre en situation de communication. On arrive pendant une visioconférence à évaluer la compréhension, la production et l'interaction orale, et on peut également leur donner un retour immédiat. Quelles activités pouvons-nous utiliser? Alors, tout simplement, on peut leur poser des questions directes et évaluer leur capacité à y répondre. On peut avoir une conversation en français avec eux. On peut élaborer des questionnaires, des quiz contenant des documents audio ou audiovisuels pour tester leur compréhension orale.
On peut organiser des débats sur différents sujets, on peut les mettre en dialogue, organiser des petits jeux de rôle, ou alors on peut tout simplement leur montrer des images, des symboles, des émoticônes et leur demander de commenter ces images. La vidéo et l'audio sont également un excellent moyen de travailler l'oral. Alors, comme je l'ai dit, associé à un questionnaire oral ou écrit, il nous permet d'évaluer la compréhension orale. Si l'on veut évaluer la production orale, nous pouvons également demander à nos élèves de faire un enregistrement vidéo ou audio. Nous pouvons évaluer la production, mais aussi, dans certains cas, l'interaction orale. Définir la tâche à accomplir. Avant d'attribuer une tâche à nos élèves, il est très important de penser aux consignes. Comment doivent être ces consignes pour pouvoir l'orienter correctement? Alors, les consignes doivent être claires, directes, précises, bien définies, doivent tenir compte des compétences que l'on veut évaluer et bien entendu du niveau de scolarité. Dans nos consignes, nous devons indiquer plusieurs choses. Nous devons indiquer à nos élèves la durée, le temps de la présentation. Nous devons indiquer également le lexique à utiliser, le vocabulaire qu'ils doivent utiliser, et nous devons indiquer les structures grammaticales que les élèves doivent appliquer. Attribuer une tâche et communiquer avec l'élève. Alors, il y a plusieurs moyens de communiquer avec nos élèves et de leur attribuer la tâche. D'ailleurs, chaque école a choisi un moyen de communication avec ses élèves. À Gestalt 5, nous avons le moyen, nous utilisons Google Classroom. Google Classroom est un moyen simple de communication. Il est aussi intuitif à utiliser et c'est pourquoi je l'utilise également dans mon centre de soutien scolaire, en organisant des petites classes par niveau et pour chaque matière. Alors, quand on entre dans Google Classroom, on voit le menu principal. Il nous suffit de cliquer sur Classe, Turmas, et nous entrons, voilà, apparaissent sur l'écran les différentes classes que nous avons créées. Comme vous pouvez le voir également, il s'affiche pour chaque classe la date de conclusion des devoirs que nous avons donnés à nos élèves, ainsi que le devoir. Alors, tout comme Google Classroom, certainement les moyens que vous utilisez dans vos écoles vous donnent la possibilité de créer un questionnaire, de créer un devoir, une tâche avec un questionnaire qui vous permettra d'évaluer la compréhension orale. Nous, sur Google Classroom, le questionnaire qui est immédiatement associé, c'est le Google Forms. Alors, je vais créer un travail. Voilà, je suis entrée déjà. J'écris mon titre, compréhension orale, sur le thème des loisirs ou sur un autre thème. J'ai la partie des instructions, c'est facultatif, mais c'est là que vous pouvez préciser vos consignes. Du côté droit, j'ai la classe à laquelle je vais attribuer mon travail. Je peux sélectionner tous les élèves ou alors je peux programmer des devoirs différents pour chaque élève, ce qui me permet de limiter également la triche. Je vais attribuer les points à mon travail. Là, j'ai attribué 100 points. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux programmer mon questionnaire d'évaluation de la compréhension orale, pour une date et une heure précise. Il ne sera visible aux élèves qu'à cette date et à cette heure. Cela pourra être pendant le cours en ligne ou non. Et je peux également définir la date et l'heure de conclusion du questionnaire. Donc, je limite la réalisation du questionnaire dans le temps et je limite la triche également des élèves. Je vais donc commencer à créer mon questionnaire. Voilà, je suis sur Google Forms. J'écris donc du côté gauche le titre, compréhension orale ou évaluation de la compréhension orale. Et du côté droit, j'ai plusieurs options. J'ai la palette qui me permet de personnaliser mon questionnaire, de choisir une photo, de choisir les couleurs et donc de l'adapter au thème que je veux travailler. J'ai également l'œil au milieu
qui me permet d'avoir un aperçu de la vision de l'élève, de voir ce que l'élève pourra voir. Et j'ai la roue crantée, les différents paramètres, et là, il me donne plusieurs options intéressantes. En choisissant les paramètres, je peux collecter les adresses e-mail des répondants, je peux limiter l'accès des utilisateurs aux élèves de ma classe, aux élèves de l'école, je peux limiter également à une réponse par élève, je peux permettre aux répondants de consulter des graphiques récapitulatifs et les réponses après l'envoi de leurs réponses, de leur questionnaire. Quelque chose de très intéressant aussi, je peux trier les réponses en mode aléatoire pour modifier l'ordre des options et ainsi les élèves n'ont pas tous accès au même formulaire, ce qui me permet de limiter un petit peu la triche également. On peut également publier la note immédiatement après l'élève avoir répondu au questionnaire, ou on peut choisir de leur donner la note, de leur rendre la note plus tard après une correction manuelle. Tout dépend des questions que l'on a choisies pour élaborer notre questionnaire. Je peux permettre aux élèves de voir les réponses incorrectes, bien sûr, après la résolution du questionnaire, les réponses incorrectes, les bonnes réponses, le nombre de points. Donc, comme vous pouvez le voir, cela nous offre beaucoup de possibilités. D'accord? Alors, sur ce questionnaire, j'ai ajouté une zone titre, compréhension orale, et après, comme mon objectif était d'évaluer la compréhension orale, j'ai ajouté une vidéo. En cliquant sur l'icône, s'ouvre une fenêtre et automatiquement, je peux rechercher une vidéo sur YouTube. Après avoir ajouté ma vidéo, je peux passer à l'élaboration du questionnaire. J'ajoute une question et comme vous pouvez le voir également, il y a plusieurs types de questions disponibles. Réponse courte, paragraphe, etc. Moi, j'ai choisi juste comme exemple et pour que ce soit pratique, j'ai choisi le QCM, la question à choix multiples, le questionnaire à choix multiples et l'exemple également de cases à cocher. Alors, pour la question à choix multiples, l'élève ne peut répondre, ne peut faire qu'un choix. Il ne peut choisir qu'une des options. Qu'est-ce que je peux faire qui est très intéressant au moment où j'élabore mon questionnaire? En cliquant sur « Corriger », je peux sélectionner la réponse qui est correcte. Là, c'est la réponse vraie. Et je peux attribuer immédiatement les points à cette question. Dans le cas de cocher les cases à cocher, là, l'élève peut sélectionner plusieurs options, comme vous pouvez le voir dans cet exemple. D'accord? Alors, mon questionnaire est prêt. Voilà. Vous avez la vision de l'élève, c'est ce que l'élève voit, la vidéo, les questions. Il ne lui reste plus qu'à répondre et à soumettre son questionnaire. Ce qui est très intéressant, c'est la vérification des résultats. Car en entrant sur Classroom et en cliquant sur mon questionnaire, si j'ai choisi des questions réponses fermées, comme les questions que je vous ai montrées auparavant, je n'ai pas à faire de correction, donc c'est très simple. Il me suffit de cliquer sur « Télécharger les notes » et les notes apparaissent automatiquement devant le nom de mes élèves. Voilà, ce questionnaire valait 60 points et les notes sont apparues directement à côté. Ce qui est très important parce que cela préserve un peu aussi l'évaluation. Seul l'élève a accès à sa note. Les autres élèves n'ont pas accès aux notes des camarades. Pour lui rendre sa note, il me suffit de cocher son nom et de cliquer sur « Rendre », devolver. Si je clique sur le questionnaire, je peux voir une vision globale, un résumé, les statistiques, la moyenne de la classe, mais je peux le voir également d'une façon plus détaillée en voyant le nombre de réponses correctes et de mauvaises réponses pour chaque question. Si je le veux, je peux également télécharger une feuille de calcul. Il me suffit de sélectionner cette option et devant le nom de chaque élève, j'ai la note et la réponse qu'il a donnée pour chaque question. Un autre exemple de quiz et que j'ai trouvé encore plus intéressant, c'est cuisinière.com. Alors, pour créer un quiz sur cuisinière.com, c'est très facile. Il suffit d'entrer en tant qu'enseignant et de faire une inscription qui est gratuite. Il faut créer un compte et ensuite, on peut commencer à créer notre questionnaire.
Donc, comme vous le voyez, j'ai ici le modèle. Du côté gauche, j'écris le titre, la routine, c'est la 7e année. Et au milieu, vous pouvez voir qu'il y a deux rectangles. Le rectangle bleu est destiné au format que je veux pour mes questions. Et le rectangle orange est destiné au format que je veux pour les réponses de mes élèves. Donc, je peux mettre une question, ajouter une question sous la forme d'un texte, d'un son, d'une image, d'un dessin, d'une formule mathématique ou d'une vidéo. Et du côté de l'élève, je peux vouloir qu'il me réponde avec un texte, avec un son, une image, un dessin, un texte à trous, un QCM ou alors un exercice d'association d'éléments, ce qui est très pratique pour évaluer la compréhension orale. Donc, comme je voulais évaluer la compréhension orale, j'ai ajouté sur mon questionnaire un fichier audio. Et là, j'ai utilisé tout simplement le texte pour poser ma question. Au fur et à mesure que j'élabore le questionnaire, toutes mes options s'affichent sur le côté gauche de l'écran, comme vous pouvez le voir. Et si je veux, si j'ai envie, je peux modifier l'ordre du questionnaire. Il me suffit de cliquer et de glisser vers le haut ou vers le bas. Donc, ce que j'ai trouvé encore plus intéressant par rapport à ce questionnaire et par rapport à l'oralité, c'est que si je le veux, en plus de mon fichier audio, je peux, en tant que professeur, poser mes questions en enregistrant ma voix. Donc, je fais un enregistrement audio de ma voix et je lui pose la question « Comment s'appelle la fille ?» par exemple. Et je peux choisir et décider que mon élève doit me répondre avec un enregistrement audio lui aussi. Et là, en plus d'évaluer la compréhension orale, j'aurai la possibilité d'évaluer la production orale. Voilà. Alors, pour que mon élève réponde à mon questionnaire, il me suffit de lui donner un code qui est créé automatiquement. Il n'a pas besoin de s'inscrire sur cuisinière.com. Avec le code, il a immédiatement accès au questionnaire et voilà, c'est ce qu'il voit du côté droit. C'est la vision de l'élève. Ensuite, pour vérifier les résultats, donc j'ai également une vision globale avec le nom de l'élève, la date à laquelle j'ai reçu le travail et la note qu'il a obtenue dans ce questionnaire. Je peux, en cliquant sur le nom de l'élève, avoir accès à son questionnaire. Toutes les questions qui ont été corrigées automatiquement apparaissent avec la correction. Et moi, je peux également ajouter un commentaire. Donc, par exemple, la première, il a eu 100%. Je peux lui dire « Bravo, très bon travail ». Ou alors, je peux faire un commentaire « Tu dois revoir ce contenu pour que tu t'améliores » dans le cas contraire. Ensuite, j'ai également accès à une vue des scores. Donc, en cliquant sur Score, je peux voir les résultats obtenus d'une façon globale par la classe. Je peux également cliquer sur Élève et je vois les résultats obtenus pour chaque question par cet élève. Si je le veux, je peux également télécharger une feuille de calcul, un Excel, avec tous ces résultats. D'autres liens que je vous laisse pour pouvoir créer des questionnaires, des quiz. Il y a quizzes.com, TED-Ed aussi. Et il y a quelques liens que je vous laisse également pour pouvoir rechercher quelques ressources audiovisuelles très intéressantes comme sur Audiolingua, Parlons français TV5 Monde, podcastfrançaisfacile.com. Il y a Bonjour de France, Le Point du Fleu et bien d'autres que vous connaissez certainement. Maintenant, je passe à la production orale. Alors, pour mener mon élève à produire, à parler, je peux tout simplement utiliser des images comme celle-ci. Voilà, le samedi, Sophie ne va pas à l'école, regarde les images et raconte sa journée. Il est important que je précise les consignes avant qu'il commence à faire cet exercice. Donc, qu'est-ce que je dois lui dire? Je dois lui dire le lexique qu'il doit utiliser. Tu dois parler de la routine quotidienne, utilise le vocabulaire de la routine quotidienne, utilise le vocabulaire des tâches ménagères, utilise les heures et parle également du vocabulaire de la maison. Applique le vocabulaire de la maison parce que c'est le vocabulaire que l'on a étudié. Au niveau des structures grammaticales, je lui dis tu dois parler au présent de l'indicatif et tu dois utiliser les expressions de temps qu'on a étudiées ainsi que les connecteurs. Le résultat sera à peu près comme celui-ci. Le matin, Sophie se lève à 8 heures, elle est dans sa chambre. Après, elle prend une douche, un bain, elle se lave, elle est dans la salle de bain, etc. Je peux également demander à mon élève de produire oralement, de parler avec des questions directes que je vais associer à des images
pour rendre cet exercice plus intéressant et pour les aider un petit peu au niveau du vocabulaire. Alors, cette activité de production orale, tu habites dans une maison ou dans un appartement? Combien de pièces il y a dans ta maison ou dans ton appartement? Du côté droit, je ne sais pas si vous voyez bien. Quelles sont les différentes pièces de ta maison ou de ton appartement? Quels meubles il y a dans ta chambre? Et là, je peux l'aider et lui donner quelques suggestions. Quels meubles ou objets il y a dans ton salon? Et je peux faire la même chose. Quelle est ta pièce préférée et pourquoi? Donc, pour résoudre cet exercice, je lui demande bien évidemment de construire des phrases complètes, d'appliquer le vocabulaire, d'appliquer les structures grammaticales. Là, par exemple, l'expression de cause. Et je lui donne des suggestions pour qu'il puisse choisir la pièce qu'il préfère. Je peux, sur le même thème, lui donner un sujet à développer. C'est également un exercice qui ressemble au traditionnel. Présente, décris ta chambre oralement, voilà. Dis si elle est grande, petite, confortable. Indique les meubles de ta chambre. Utilise les prépositions de lieu pour situer les meubles et les objets dans l'espace. Et élabore une présentation PowerPoint avec des images en faisant apparaître les objets au fur et à mesure que tu présentes. Il peut faire ça oralement ou alors on peut lui dire de nous faire un travail et lui demander « enregistre ta voix, voire guide fourni ». On peut lui préparer un petit guide ou un petit tutoriel en lui expliquant comment il fait pour enregistrer sa voix sur PowerPoint. Je peux lui donner également pour l'aider des structures, le début des phrases, ma chambre est, dans ma chambre il y a, et bien sûr je lui indique la durée de la présentation, environ 3 minutes. Voilà. Ensuite, comme on a vu, comme Lydia l'a dit, et bien sûr, en suivant le guide des principes orientation envoyé par le ministère de l'Éducation, nous pouvons utiliser des activités ludiques pour essayer de surprendre les élèves et de rendre les activités un peu plus intéressantes, pour s'éloigner un petit peu du traditionnel. Comme ils sont très habitués avec les réseaux sociaux à utiliser les émoticônes, j'ai préparé une petite activité. Bonjour, je m'appelle Sandra, je vais te parler de ma routine. Devine ce que je fais pendant ma journée et ils doivent observer les émoticônes et construire un texte. Je leur donne la consigne, utilise les expressions le matin, à midi, l'après-midi, le soir, tout d'abord, ensuite, puis après, enfin. Et voilà, il doit construire un texte en utilisant toutes ces données. Par exemple, tout d'abord, le matin, tout d'abord, elle se réveille à 7 heures, puis elle se lève, etc. Je ne vais pas continuer, sinon je vais dépasser le temps limite. De l'autre côté, un autre exemple, cette fois-ci sur les loisirs et les goûts, leurs préférences. Donc, elle s'appelle Monique, elle a 13 ans, elle est portugaise, elle habite à Castelpaiva au Portugal. Pendant ses temps libres, alors qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle aime faire? Et ils doivent continuer. J'ai mis une légende, j'aime, j'adore, je n'aime pas, je déteste, plus verbe à l'infinitif. Et je leur dis, utilise également l'expression d'opposition une fois qu'ils parlent de leur goût et ils disent ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Donc, elle, ou plutôt ce que Monique aime et ce qu'elle n'aime pas. Elle aime écouter de la musique et danser, elle aime jouer sur son portable, elle adore faire du sport, mais elle n'aime pas lire. Voilà. D'autres exemples encore dans le traditionnel. Donc, je vous propose un canevas complet. Exprime-toi oralement, applique le vocabulaire étudié et les témoignages des jeunes que tu as déjà lus. Je parle parle de ton argent de poche en répondant aux questions suivantes. Suis les pistes. Et toi, est-ce que tu reçois de l'argent de poche? Là, on va dire que oui, il reçoit de l'argent de poche. Combien d'argent reçois-tu par mois ou par semaine? Quelle tâche, activité fais-tu pour gagner de l'argent? Comment gères-tu ton argent? Est-ce que tu économises ton argent? Comment dépenses-tu ton argent? Qu'est-ce que tu aimes faire ou acheter avec ton argent? Et pour l'aider, je lui donne un petit tableau avec un peu de vocabulaire. Et je lui demande à la fin, fais une vidéo et envoie-la à ton professeur. Une autre activité de production orale, cette fois-ci qui exige une démonstration. Donc, on va faire une vidéo également.
mais dans laquelle tu expliques et tu démontres la réalisation d'une recette de ton choix. Indique les ingrédients nécessaires, indique les quantités, dis quels ustensiles de cuisine tu utilises, conjugue les verbes à l'impératif, applique correctement les expressions que l'on a déjà étudiées, avoir besoin d'eux où il faut. Et pour l'aider, je lui donne un petit rappel, je lui fais un petit rappel des verbes à l'impératif. Alors, pour sortir un peu du mode traditionnel des activités que l'on vient de voir et essayer une activité différente pour les surprendre à nouveau et pour essayer de les motiver, j'ai trouvé une plateforme très intéressante que certainement vous devez déjà connaître, qui est flipgrid.com. Donc, flipgrid.com, c'est une plateforme qui sert à faire des échanges vidéo sur des thèmes proposés par l'enseignant à ses élèves. Pour cela, je dois rentrer sur ce site et créer un compte qui est gratuit. Après avoir créé mon compte, j'ai créé ma grille, qui est ma classe. Et comme vous pouvez le voir, présentation orale, ma classe de français. En créant cette classe, un code est créé automatiquement. C'est le flip code que vous voyez sur votre écran, français 7A. C'est le code que je vais fournir à mes élèves pour qu'ils puissent entrer dans la classe et pour qu'ils puissent voir les sujets que je vais poster. Donc, après avoir créé ma grille, ma classe, je vais créer mon sujet. Je clique sur Add New Topic ou ajouter un nouveau sujet. Et voilà, je vais écrire le titre, présentation orale, encore sur le thème de la routine, ma journée. Je vais écrire mes consignes, les mêmes, je ne vais pas les lire parce que c'est la même chose. Je peux décider combien de temps devra durer au maximum l'enregistrement. Normalement, ils ont besoin de 2-3 minutes maximum. Là, j'ai choisi 5 minutes. J'ai rajouté également un émoticône pour les motiver. Et il y a également un aspect très intéressant qui est la modération vidéo que je peux sélectionner et comme ça, je serai la première à voir la vidéo avant de la rendre visible au reste de la classe. Et je pourrai éviter quelques petites surprises désagréables parce que nous avons parfois quelques élèves un peu farceurs. L'avantage de cette plateforme, c'est que je peux partager ce sujet, comme vous pouvez le voir, je pense que vous arrivez à voir du côté droit de votre écran, je peux partager ce sujet sur Classroom, que j'utilise, et d'autres collègues pourront le partager sur Teams, Microsoft Teams, parce qu'il y a également cette option. Je peux également leur donner le lien, ou alors il y a un QR code qui apparaît, ils n'ont qu'à scanner avec l'application sur leur portable et ils rentrent automatiquement. Je vous montre l'image, voilà, la vision de l'élève. Donc, nous rentrons dans la classe, on voit le sujet et il suffit à l'élève de cliquer sur le bouton vert avec la croix, avec le plus, pour commencer à enregistrer sa vidéo. Bien sûr, les plus timides pourront faire comme cet élève, pourront utiliser un émoticône pour cacher leur visage ou alors ils pourront utiliser des petits déguisements ou un filtre pour rendre l'image plus floue et qu'on ne voit pas, qu'on comprenne que c'est eux, mais bon, qu'on ne voit pas leur visage complètement. Voilà. C'est intéressant, cette plateforme est intéressante parce qu'on peut travailler la production orale, mais également l'interaction orale parce qu'il s'agit d'un échange vidéo. Donc, on peut demander à nos élèves de faire des vidéos en se donnant des défis, en se posant des questions et l'élève doit y répondre. De retour au traditionnel, il y a d'autres façons, cette fois-ci pendant la visioconférence, par exemple, d'évaluer l'interaction orale. Donc, je peux leur donner une activité où ils simulent un dialogue, un petit jeu de rôle. Par exemple, ici, ils doivent simuler une situation de vente ou d'achat d'un produit dans un magasin. Bien sûr, je dois être claire au niveau des actes de parole pour chacun des personnages, leur dire ce qu'ils doivent faire. Voilà. L'avantage de ce type d'exercice, c'est qu'il est très facile de l'adapter à d'autres situations. Voilà. Nous pouvons attribuer un sujet différent à chacun des élèves, par exemple en changeant le magasin ou en changeant la situation, comme vous pouvez le voir dans un supermarché ou alors au restaurant. Et puisqu'on parle d'oralité, voilà,
J'ai trouvé le Talk and Comment, je ne sais pas si vous connaissez, très intéressant. C'est une extension de Google Chrome que j'ai installée sur mon ordinateur. Et qu'est-ce qu'elle me permet de faire, cette extension? Donc, je suis là, vous voyez la page de Classroom, travail de la semaine. J'ai reçu une présentation vidéo et je veux la corriger. Au lieu d'écrire les commentaires sur la zone de commentaires privés, j'ai décidé de leur donner le retour oralement. Donc, j'ai décidé d'installer cette petite extension. Il me suffit de cliquer sur le bouton, l'icône, le micro que vous voyez du côté droit. Et en cliquant, je peux enregistrer ma voix, ce qui me permet de corriger la prononciation de mon élève. Et cela me permet également de faire toutes mes corrections oralement pour qu'il continue à avoir ce contact avec la langue française. Alors, j'enregistre et apparaît cette petite fenêtre jaune. Je peux écouter pour voir si c'est correct. Si je suis satisfaite, très bien. Si je ne suis pas satisfaite, je peux également l'effacer et recommencer. Donc, on va dire que je suis satisfaite. Je vais cliquer sur OK et je copie le lien que je peux coller sur la zone de commentaires privés et mon élève pourra, à partir de ce lien, avoir accès à mon enregistrement audio et à toutes les corrections. Voilà, alors pour les idées, pour ces petites suggestions, maintenant la partie importante également, c'est penser aux critères d'évaluation de la production, mais aussi de l'interaction orale. Les critères d'évaluation que j'ai choisis pour vous présenter, vous devez déjà utiliser des critères similaires. Donc, c'est le respect du thème, la compétence lexicale, la correction linguistique, s'il applique les structures que l'on a appris, l'articulation, la prononciation, l'affluence, l'aisance, l'expressivité et j'ai rajouté la créativité puisqu'on leur demande d'être créatifs dans plusieurs de ces tâches. J'ai également préparé une petite grille qui correspond, donc les critères que j'ai choisis pour l'élève correspondent bien évidemment aux critères du professeur. Je respecte le thème et j'applique le vocabulaire appris. Ma présentation est bien organisée et j'applique correctement les structures grammaticales étudiées et les connecteurs. Je prononce correctement et je fais les liaisons. Je suis à l'aise pendant ma présentation. Je suis dynamique et expressif. Je connais bien mon sujet et je n'ai pas besoin de toujours regarder ma feuille de notes. J'ai préparé un support visuel original, donc un PowerPoint, un déguisement, une vidéo, des exemples. Donc, et je demande à l'élève, bien évidemment, pour terminer, d'écrire un petit commentaire pour justifier sa note. Voilà, de ma part, c'est terminé. Et je redonne la parole à Lydia qui va nous montrer des activités très intéressantes sur l'évaluation de l'écrit. Voilà, merci Sandra, c'était vraiment très chouette et je regardais les commentaires des collègues qui sont présents et ce sont vraiment des propositions très, très intéressantes. Alors, après ces propositions pour évaluer l'oral, je vais donc vous donner aussi quelques suggestions pour travailler l'écrit. Voilà, alors, évaluer l'écrit, ici. Il faut que j'arrête. Un petit entracte, peut-être, je ne sais pas. C'est moi qui dois arrêter. Voilà. Alors, je vais essayer parce que ça n'a pas marché. C'était de ma faute. Peut-être pas. Attends, je vais recommencer. Voilà. Alors, on va essayer maintenant. Alors, je ne comprends pas, ça partage autre chose. Alors, moi, je me suis plantée, excusez-moi. Vous voyez, c'est le direct, c'est les petits problèmes techniques, normal. C'est un petit peu le trac aussi, certainement. Voilà, c'est en pause. C'est en pause, là, je ne comprends pas pourquoi. Alors, on recommence. Et en principe, ça devrait être là. Et là, Camille, tu vois, il n'y a que ça. Effectivement, Je ne sais pas ce qui se passe. Comment? Effectivement, on ne voit pas ton écran. Il faut essayer de retourner sur Compartment Detail.
Ouais, c'est ce que je fais, ouais. Attendez. Et peut-être qu'il est en pause. Voilà. C'est ce PowerPoint que je voudrais. Attendez. Bon, ben, je vais, c'est bon, là c'est mon fond d'écran, donc je pense que je vais y arriver si j'ouvre mon PowerPoint. Là, vous voyez mon bureau d'ordi, non? Non. Non, non plus. Alors, on me dit que mon partage est en pause. Alors je comprends. Oui. Il faut aller sur la Attends. petite barre en haut et faire reprendre la vidéo. Ouais, c'est ce que Reprendre je fais. Là, je et ça clique marche pas. dessus et ça ne marche pas. Ah. Je vais essayer de désactiver et de réactiver le partage pour voir s'il Ouais, fait quelque peut-être, chose. ouais. Alors, c'est bon. Est-ce que je peux réessayer? On me dit toujours que c'est en pause. Bah, sinon, si c'est ce que tu fais, Camille, est-ce que tu peux le mettre, oui? Tu peux mettre mon PowerPoint? Tout à fait. Alors. Ouais, écran 13, Ok, je on crois. va essayer d'être synchronisés alors. Ouais, voilà. Ouais, Je vous promets rien. Hop, alors. Donc, ici. Est-ce que vous voyez mon écran? Ah, Lydia, est-ce que tu peux arrêter du coup le partage d'écran? J'ai essayé de faire le mien, mais… Je n'arrive pas à voir. Oui, effectivement. Voilà, c'est bon. Ah, là, on voit l'écran. Oui, c'est mon écran, là, c'est ça? Là, c'est l'écran de Lydia, oui. Bon, c'est bon alors. Ok, un gros spot. Ok, c'est bon, on peut recommencer alors. Voilà. Alors, Parfait. voyons voir. Ok, voilà, excusez-nous. Voici donc maintenant des suggestions pour travailler les 3 dimensions de l'écrit. Et je vais commencer par vous suggérer le site SurveyMonkey qui permet de transformer un questionnaire en sondage interactif et qui de plus va analyser les résultats de vos apprenants. Alors du côté gauche, vous avez ici un texte, l'aperçu du questionnaire commun, tout du moins du début. Et si on le transforme, et ça ce n'est plus possible, si on le transforme, voilà ce qui devient sur SurveyMonkey. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien, on va copier le texte et puis on va placer nos questions. Et vous avez vu, si pour la bonne réponse, eh bien, j'attribue un point ou des points aux bonnes réponses. Voilà. Chaque élève va, au fur et à mesure qu'il va répondre, il va voir immédiatement si sa réponse est correcte et incorrecte. Et il va aussi voir au fur et à mesure eh bien, les points qu'il a obtenus. Alors, ce SurveyMonkey, il va nous permettre aussi, voyez voir, d'avoir un résumé des résultats, de voir aussi par question le pourcentage de réponses. Et puis, du côté droit, vous avez ici un espèce de bilan par élève en fonction de ses réponses et ce qui va nous permettre aussi d'évaluer ces résultats et de faire un point de situation avec l'élève et avec la classe. Voilà. Donc, c'est un site très intéressant et on peut s'en servir aussi pour créer même presque en direct des sondages avec la participation des élèves, les faire écrire et ensuite donc lancer ce sondage et lors de la vérification des réponses, eh bien, on arrive à des résultats de ce genre, des schémas de ce genre et c'est une excellente activité pour faire travailler l'écrit ensuite. Donc, essayer d'écrire un petit article, par exemple, à partir d'un sondage sur les loisirs ou sur l'argent de poche, etc. Voilà. C'est un site que je vous recommande. Il est bien sûr une partie est payante, donc on ne peut pas avoir accès à tout ce qu'il nous propose, mais enfin, la partie gratuite est déjà très, très, très bien. Voilà. Alors, on a souvent parlé de gamification aussi, et puis on a beaucoup parlé de Kahoot les autres fois. C'est vraiment
une possibilité que les élèves redemandent. Mais sachez qu'après le jeu, eh bien, et après avoir reçu le palmarès des 3 meilleurs résultats, ce Kahoot va nous permettre aussi d'avoir un aperçu des réalisations et des prestations des élèves par un système de pourcentage, bien sûr, mais aussi par un système de couleurs. Vous avez ici en vert donc le nom des élèves et la petite roue, le petit cercle avec les pourcentages, donc les élèves qui n'ont pas eu de soucis. Ensuite, vous avez un petit peu plus bas ici les moitié rouge, moitié vert, c'est-à-dire c'est des élèves qui sont dans la moyenne. Et puis, vous avez du côté rouge, donc, les élèves qui ont eu pas mal de difficultés ou ceux qui ont eu besoin d'aide et qui ont eu des difficultés. Voilà, c'est donc aussi une façon d'évaluer les élèves. Ici, c'était pour du lexique, tout simplement, mais vous pourrez vous en servir pour beaucoup d'autres choses et pourquoi pas même proposer d'abord un texte à lire et ensuite leur poser des questions, toujours avec 4 hypothèses de réponse. Alors, je passe maintenant à autre chose. Je vous disais tout à l'heure que le guide des principes orientateurs pour une évaluation pédagogique dans l'enseignement à distance propose la création de récits numériques. C'est ce qu'on appelle en portugais les narrativas digitais. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, il s'agit de cours de récits animés, disons, de 3 à 5 minutes à peu près, qui vont combiner des photographies, de l'animation, du son, de la musique, etc. Et qui nous permet aussi d'introduire la narration vocale. C'est aussi une méthodologie qui est excellente pour favoriser la créativité de l'élève et sa sensibilité esthétique. Alors, c'est Adobe Spark, c'est un site qui permet justement de créer son récit numérique, de raconter une histoire en ajoutant donc des photos, de la musique. Il y a de la musique déjà présélectionnée, mais vous pourrez aussi rajouter ou choisir votre propre voix. Voilà, alors voici la proposition que je vais proposer bientôt avec mes élèves et bien sûr pour tester par exemple le lexique sur les vacances ou le futur que je viens de voir avec eux, les activités de loisirs, etc. Et le site, l'interface du site, je trouve qu'il est très joli parce que, regardez, il commence toujours par chaque grande histoire débute quelque part et donc on va donner une suggestion de titre. Alors, vous voyez aussi du côté droit, vous avez ici une bibliothèque d'images, un petit peu comme sur Canva, qui sont gratuites. Hein. Les élèves pourront s'en servir, mais nous pourrons aussi télécharger les nôtres. Alors, la page, on pourra la présenter en plein écran ou bien diviser l'écran en 2 aussi, voilà. Comme vous l'a dit Sandra, il faut toujours très bien définir les consignes et les étapes. Toujours indiquer le nombre de pages, les parties du récit, quel lexique les élèves doivent utiliser, les temps verbaux à employer, etc. Et sachez que plus les consignes seront précises, plus ce sera facile à l'élève de réaliser cette tâche, mais surtout ce sera plus facile à vous de l'évaluer. Voilà, donc une proposition très sympa. Donc Adobe Spark aussi nous permet de faire aussi plein d'autres choses. Voilà. Alors, il y a, lors du premier webinaire, on avait parlé de Pixton, hein, pour ce site pour créer des bandes dessinées. Bien sûr, je sais que vous avez été nombreux à utiliser ou à proposer à vos élèves d'utiliser Pixton et je me suis même rendu compte que le site a eu un bug, certainement à cause des élèves et des professeurs portugais de français qui ont envahi le site les dernières semaines et ça, c'est une très bonne chose. Voilà, sauf le bug. Voilà. Alors, imaginons que vous avez ici une traduction écrite traditionnelle, vous allez l'envoyer à vos élèves, ils vont vous répondre sans faute parce qu'ils vont aller sur Google Traducteur ou alors ils vont présenter des choses un petit peu bizarres ou alors, justement, pour évaluer leur connaissance et leur acquis sur ce thème, vous leur proposez justement de rédiger ou d'élaborer une bande dessinée. Voilà, alors des instructions bien sûr à distance en portugais pour les petits niveaux, pour rendre les choses plus faciles et même comme ça, très souvent il y a des soucis de compréhension. Voilà un exemple de création, de résolution. Donc j'avais demandé 6 vignettes, j'avais demandé donc bien sûr les activités de la routine, les loisirs, donc toutes les questions d'hygiène aussi et donc l'heure à laquelle les élèves se couchent. Donc, on est arrivé à des résultats très sympas.
Voilà, donc des démarches très simples et très claires aussi. Voilà, un autre exemple. Alors, toujours pour les retours, oui, Sandra nous a beaucoup parlé de la plateforme sur laquelle elle travaille. J'ai vu que d'autres collègues travaillent avec Teams, par exemple. Alors, sachez que Teams, comme d'autres plateformes, permettent toujours un retour. Alors, ce que je vous conseille, c'est de décider avec vos élèves d'un code pour la correction. Par exemple, ici, vignette 1, vous corrigez tout simplement ce qui ne va pas et donc l'élève va devoir comparer. Ou alors, vignette 5, par exemple, l'ordinateur, j'ai mis une majuscule à la fin. Alors, soit, bien sûr, vous pouvez attribuer des pourcentages pour des points. Moi, très souvent, j'opte pour simplement simplifier pour l'élève, pour le retour de l'élève, c'est attribuer un point pour chaque tâche accomplie. Voilà, sachez qu'après, eh bien, vous pourrez faire vos évaluations d'une autre façon. Mais c'est aussi une façon simple pour eux. Quand le travail n'est pas fait, si vous attribuez 0, vous allez voir, ils ne vont pas être contents du tout. Voilà. Alors aussi, très important de donner un retour. Alors, puisqu'on parle de production écrite, maintenant on va pour la production, mais aussi pour l'interaction écrite. Comment faire écrire nos élèves en même temps, en direct, et de façon à ce que nous puissions justement contrôler cette triche ou voir qui s'investit davantage ou qui vraiment a travaillé pendant cette semaine. Eh bien, je vous propose le site Framapad. Vous créez un Framapad, par exemple ici ma routine, et vous demandez pendant le cours synchrone à vos élèves d'aller sur le lien que vous allez leur envoyer. Alors, et le but, c'est de créer un texte collectif en direct. Alors, vous allez me dire, oui, mais 28 élèves, ce n'est pas possible. Et bien sûr que non. Cette classe que je vous présente ici, il y a 28 élèves, justement. Mais j'ai demandé à 5 élèves, à tour de rôle, d'entrer et de continuer la rédaction du texte. Voilà. Ici, j'avais mis la première phrase. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de ma routine. Et chaque élève, vous voyez, j'ai le nom de chaque élève ici, avec une couleur différente, parce que l'élève a choisi une couleur. Voilà. Alors, bien prendre soin, si vous vérifiez qu'un élève écrit ou choisit la même couleur d'un autre, de lui demander de changer la tonalité et au fur et à mesure, vous allez voir le texte, les phrases que l'élève va apparaître. Vous pourrez les orienter, vous créez des paragraphes à chaque fois et à la fin, vous aboutissez donc à un texte complet que vous pourrez aller télécharger et leur envoyer aussi. Ce qui est aussi intéressant, et ensuite vous pourrez le corriger après donc cette séance en direct. Voilà, c'est comme si on avait un tableau blanc et puis qu'à tour de rôle, voilà, un élève allait écrire au tableau. Je vous assure qu'il n'a pas le temps d'aller tricher ou d'aller sur un site de traduction instantanée. Ce qu'il y a aussi d'intéressant sur Framapad, c'est que vous voyez ici cette petite flèche qui revient en arrière, eh bien, nous pouvons justement faire défiler, comme s'il s'agissait d'un film, ce processus de création collective. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Voir qui a écrit, comment après, qu'est-ce qu'il avait écrit avant, qu'est-ce qu'il a effacé, etc. Et c'est vraiment très intéressant. Donc, c'est une expérience à mener aussi. Et je vous garantis que les élèves seront surpris et seront aussi parfaitement motivés. Donc, travail collaboratif, interaction écrite, évaluation ou en direct ou bien en différé aussi. Voilà. Pour Framapad, puisque nous arrivons, on est un petit peu à la bourre, et puisque vous avez été nombreux à vous inscrire, donc permettez-moi un petit bon point, c'est le site Bon Patron pour faire la correction instantanée presque des textes que les élèves nous envoient, mais aussi un site qui va nous permettre d'orienter et aussi qui va favoriser l'autocorrection. Alors, je vous ai mis ici un exemple de petit texte que j'ai copié tel quel d'une élève. J'ai simplement changé son nom et son âge, voilà, et j'ai gardé exactement toutes les erreurs. Et j'ai copié donc ce texte sur le site Bon Patron. Alors, voilà ce que j'ai obtenu automatiquement. Donc, toutes les erreurs sont signalées ou les tournures de langue un petit peu moins correctes ou moins habituelles. Et à part, je peux aussi donc déterminer s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille pour des questions d'accord, bien sûr. Et ensuite, Bon Patron
va me donner aussi un compte-rendu avec des suggestions de correction. Alors voilà, c'est excellent pour envoyer à nos élèves, avec bien sûr ici peut-être sélectionner quelques suggestions. Vous allez voir que certaines seront peut-être un petit peu trop complexes pour des élèves de première ou de deuxième année de français, mais c'est quelque chose de très visuel aussi, donc c'est excellent pour donner un retour. Donc vérifiez quand même les corrections si elles correspondent au niveau de vos élèves. Alors, je vais en parler aussi sans faire de pub, mais les maisons d'édition ont mis leur plateforme en libre accès, et ça c'est très bien. Donc, je vous présente celle avec laquelle je travaille. Donc, qui nous permet de créer des classes, de proposer des activités, mais qui nous permet aussi de proposer des contrôles, des tests, comme on appelle, avec un temps déterminé et avec aussi donc un objectif bien précis qui donne aussi l'autocorrection et qui donne le pourcentage et qui nous permet aussi maintenant de donner un retour. Donc, celle-ci a évolué dès le mois de mars et c'est bien. Voilà, donc c'est aussi une suggestion que vous pourrez utiliser. Alors, Sandra nous a parlé de l'évaluation et de l'auto-évaluation. Alors, bien sûr, à l'écrit aussi. Je suppose que votre établissement aura pensé aussi aux critères d'évaluation pour ce 3e trimestre, qui ne peuvent pas être les mêmes que les critères d'évaluation des trimestres précédents. Dans mon regroupement, donc, les groupes disciplinaires ont réuni, ont fait des propositions et le conseil pédagogique a déterminé donc des critères d'évaluation qui sont à la base de cette fiche d'auto-évaluation que nous, collègues de français, allons proposer à nos élèves, non pas sous ce format, bien sûr, mais avec un format interactif, bien sûr. Voilà, donc l'assiduité, la ponctualité, ma posture, mon comportement ont été corrects. Moi, j'ai eu des élèves en pyjama couchés dans un lit, donc je suppose que vous avez aussi des choses de ce genre-là. J'ai été attentif, j'ai participé quand on me l'a demandé, j'ai participé d'une façon spontanée et avec opportunité. J'ai été adéquate, je me suis investie, j'avais donc le matériel et les fournitures nécessaires. Et pendant le travail autonome, est-ce que j'ai réalisé toutes les tâches proposées avec la qualité et le sérieux, bien sûr. Voilà, encore ce matin, j'ai trouvé des choses complètement identiques. Voilà. Est-ce que j'ai respecté les délais aussi? C'est aussi un critère. Donc, je pense que nous devons tenir compte de ce critère, même si nous savons que parfois, par des questions, par des difficultés techniques, parfois les élèves ont du mal à remettre leurs tâches dans les délais prévus, et ça, eh bien, il faudra en tenir compte, bien sûr. Donc, l'investissement des élèves et puis un petit commentaire aussi, voilà, à faire. Donc, ce ne sont que des propositions. Alors, en guise de synthèse finale, alors un petit questionnaire aussi. Est-ce que nous devons envoyer par mail nos contrôles écrits classiques pour évaluer, donnant un temps à nos élèves? Moi, je vous déconseillerais complètement parce que ce n'est pas la bonne option quand on enseigne à distance. Est-ce qu'on doit vérifier la prestation de l'élève dans chaque compétence? Bien sûr, de plus en plus. Évaluer non pas des contenus, mais des compétences. Même si on fait des évaluations ponctuelles, bien sûr, de contenu, je pense qu'il faut surtout travailler par compétences au niveau des situations communicatives spécifiques, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut bien sûr diversifier les modalités et les instruments d'évaluation. Et puis surtout, il faut permettre l'application des contenus lexicaux et grammaticaux. Vous allez aussi dire que oui. Est-ce qu'il nous faut créer des outils, des instruments de vérification? Bien sûr, créer ou bien profiter de ce que la toile nous propose. Est-ce qu'il faut aussi favoriser l'auto-évaluation? Eh bien oui, tout à fait, pour que donc l'élève puisse tenir compte aussi consciemment de son apprentissage. Voilà ce que nous avions à vous dire. Ce sont donc des suggestions. Un petit clin d'œil maintenant à Bon Patron, voilà, pour vous remercier de votre présence, et nous avons mis aussi nos adresses de courrier électronique, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions
à poser. Voilà, désolée pour ce petit retard et puis cette petite intervalle de problèmes techniques. Je repasse donc maintenant la parole à Clarisse et à Camille. Oui, merci beaucoup. Merci Lydia, merci Sandra. Je crois qu'on peut vraiment saluer ces deux excellentes présentations avec énormément de ressources, d'idées, de suggestions, de propositions. C'est tout à fait, en tout cas, à l'image des commentaires qu'ont fait les collègues. C'était très clair, très, très utile. Je suis certaine que voilà, vos collègues, voilà, tout le monde continue. Merci Lydia, merci Sandra pour ces outils. Merci à vous. C'était vraiment très, très bien. Évidemment, il n'y a pas eu de questions particulières. Est-ce que moi, je pourrais en poser une, par contre? Donc, oui. Là, on a essayé effectivement d'identifier des outils que vous utilisez pendant cette période d'école à distance et de continuité pédagogique pendant cette période un peu compliquée. Est-ce que vous envisageriez, une fois revenu à l'école en présentiel, utiliser des outils que vous avez du coup expérimentés pendant cette période? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Alors, pour ma part, c'est inévitable. Sachez que ponctuellement, donc avec chaque classe par trimestre, il y a toujours une activité au minimum de ce genre, oui, pour diversifier et aussi pour voir un petit peu la réactivité des élèves. Mais je pense que la révolution a été faite. On ne peut pas faire semblant que c'est 3-4 mois et d'autant plus qu'on ne sait pas comment se fera la rentrée. On parle déjà de prolonger donc cet enseignement à distance. Je pense qu'il est important, c'est aussi que les parents soient du côté des enseignants et que les élèves comprennent que ce n'est pas simplement être présent pendant un cours de 30 minutes et puis après ne pas s'investir. Je pense que là, il y a une part de responsabilité aussi très importante de la famille ici. Moi, personnellement, j'ai vu des élèves avec des difficultés économiques qui ont fait des choses très intéressantes, hein, même sans ordinateur, donc qui arrivent à se débrouiller et donc essayer avec leur portable de mettre en place des choses très, très intéressantes. Voilà, ça c'est mon opinion. Je ne sais pas ce qu'en pense Sandra. Je suis tout à fait d'accord avec toi, oui. À partir du moment où on recherche, on trouve des nouveautés, il faut continuer à les utiliser, surtout parce qu'elles sont très amusantes, très intéressantes pour eux. La vidéo, les textes collectifs, c'est des idées que franchement, nous devons continuer à utiliser. Donc, je suis d'accord. Je suis tout à fait en phase avec vous. Et moi, en tant que maman, je dirais que justement, cette période, finalement, a aussi un peu obligé les parents, d'une certaine manière, à peut-être un peu plus regarder ce qui se passait dans le cartable, même s'il est numérique, et donc de suivre davantage. Je dis pas pour toutes les familles, évidemment, hein, mais je pense que on va passer dans une nouvelle ère où effectivement tout ce qui fait bien fonctionner de manière numérique, vous allez sans doute les réutiliser ces outils. Et je pense que les parents aussi, pendant cette période, ont pu comprendre un peu mieux votre travail au quotidien et donc mieux accompagner leurs enfants et donc les élèves et on l'espère s'impliquer de manière positive pour accompagner tout le travail des enseignants. En tout cas, bravo, merci beaucoup encore une fois. Je sais qu'il y a beaucoup de collègues qui doivent partir. On est déjà passé, il y a eu un petit décrochage. Là, on est passé à 60. Je vous invite pour ceux qui restent encore 2 petites minutes à faire notre photo traditionnelle. Est-ce que donc vous êtes toujours partant? Donc Camille va vous réactiver vos caméras. Voilà, exactement. Donc pour celles qui sont d'accord pour qu'on fasse notre petite photo. Ça a été dit pendant le chat, donc évidemment, hein, cette vidéo est enregistrée et elle vous sera… alors déjà, elle est disponible pas tout de suite, mais elle sera disponible… Alors par contre, si vous pouvez juste parler après. Si vous pouvez couper vos micros, juste le temps… Voilà, vos caméras, vous les ouvrez, mais les micros, on va les laisser éteints. J'essaye, mais je n'arrive pas. Ah, bon, parfois, c'est sûr, ça bug un peu. Alors, non, je disais, Camille a répondu aux questions pendant le chat s'agissant de l'enregistrement de ces webinaires. Donc, évidemment, ils sont à la fois disponibles sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez la consulter donc via le site internet de l'Institut français du Portugal. Vous allez
tomber sur la chaîne YouTube. Et puis, les PowerPoint, les présentations sont également disponibles sur IF Prof, puisque vous faites partie, maintenant, vous êtes membre d'IF Prof. Et d'ailleurs, je tiens à le souligner, nous avons dépassé la barre des 400 membres la semaine dernière. Je crois que nous sommes à 414 ou 418, je regardais tout à l'heure. Donc, bravo, et j'espère que vous serez actifs aussi sur IF Prof. C'est l'objectif aussi de pouvoir partager des ressources. Une dernière chose, le prochain webinaire aura lieu donc alors pas tout de suite, du coup on a un petit délai là, on a 10 jours avant de se revoir, donc on se retrouve, j'espère que vous serez nombreux également, le 12 juin donc à 15h. De mémoire, c'est un vendredi. Voilà, on n'a pas toujours pu caler les webinaires à un jour de la semaine fixe. Ça dépend aussi des intervenants. Ça permet aussi à un plus grand nombre de professeurs de pouvoir participer. Si on avait fait ça tous les mardis, voilà, certains n'auraient pas pu y participer. Donc, le vendredi 12 juin, et qui sera consacré, en tout cas, à l'enseignement bilingue. On va essayer de mettre un coup de projecteur sur l'enseignement bilingue et les sections européennes de langue française, l'ADNL, comment nous pouvons voilà, également à distance continuer l'enseignement de bilingue à travers les selfs, mais pas que. Enfin, plein d'idées qui vous seront soumises et qui vous seront partagées par des collègues de selfs, notamment de section européenne de français. Ça ne s'adresse pas qu'aux établissements qui ont une self, ça s'adresse aussi aux autres établissements qui peut-être ont envie de se lancer dans cette aventure ou tout simplement d'avoir des informations. Nous vous présenterons également un dispositif que le ministère des Affaires étrangères français offre aux sections européennes de langue française qui répondent à des critères dont j'en parlerai, donc c'est-à-dire le label France Éducation. Voilà, un coup de projecteur sur l'enseignement bilingue. J'espère que vous serez nombreux, donc rendez-vous à vos agendas donc le 12 juin à 15h et on espère vous retrouver. J'ai déjà trop parlé. Camille, on est prêt pour la photo alors? Je pense qu'on est prêt. J'ai réactivé tout. Alors, on se recoiffe, hein, comme d'habitude. Voilà. Un beau sourire. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Alors, attends, tu dois devoir en faire combien, Camille, du coup? 3. Tu vas sur 2, 3? Waouh! Alors, vous êtes prêts? C'est bon? 1, 2, 3. Et voilà. Bon, en tout cas, bravo encore à Sandra et à Lydia. Je crois que c'était vraiment passionnant, très intéressant et on espère que ce sera très utile pour vous. On vous dit à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous et bon après-midi, bonne semaine et à très vite. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Si on en veut plus. Au revoir. Au revoir. Plus. Au revoir. Merci.